Ma prochaine invitée, vous l'avez sûrement reconnue, c'est notre députée et ministre, Marie-Ève Proulx. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, vous-même? Ben oui, merci. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu à CMA TV. Oui, tout à fait. Je garde le suspense. Hein. Je viens, des fois, là, on ne sait pas quand je vais venir, mais c'est pour faire une surprise à toi, Michel, et aux auditeurs. Ben, je suis content de vous voir. C'est un plaisir de vous recevoir. Oui, c'est un plaisir d'être ici. Et ça nous permet aussi de faire un peu le bilan. Puis, bon, il y a beaucoup de sujets. Oui. C'est pas les sujets qui manquent pour aborder avec vous. Le premier, moi, ce que je vous... c'est la première année complète comme député et ministre. C'est quoi votre bilan? Comment vous feriez le bilan de votre année écoulée, parce qu'elle est complète, là, pas comme avec les fonctions que vous occupez? Bien, d'abord, d'entrée de jeu, j'aurais envie de dire que le message que j'ai reçu le plus souvent en faisant quelques fois la tournée du Québec, là, de l'ensemble des régions, c'est que les gens sont fiers. C'est comme si les gens ont retrouvé leur fierté. Puis ça me fascine. Les gens disent on est fiers, on sent que ça avance, les dossiers cheminent, on sent que le Québec évolue. Fait que moi, là, c'est le plus beau commentaire que je reçois là, dans la dernière année. Ceci étant aussi, moi, dans les bilans, le bilan là, des éléments qui me rendent très fière, il y a d'abord la loi sur la laïcité. Je pense que tout ce volet-là où on permet à l'État d'être laïque, où on oblige à l'État d'être laïque, pour moi, c'est de notre temps, là. On était rendu là comme société. Puis je pense que c'est important de l'affirmer. Puis ça fait partie aussi de notre culture puis de notre fierté aussi de faire ça, d'une part. D'autre part, il y a une loi qui a été adoptée juste avant la fin de la session parlementaire, qui est la loi 27 sur Investissement Québec. Toute la réforme d'Investissement Québec, c'est mon ministère. Donc, c'est une loi qui me tenait extrêmement à cœur pour mieux soutenir les entrepreneurs, les entreprises, pour accélérer la croissance des entreprises. C'est vraiment un changement là, de culture et de façon de faire là, qui va marquer là, les prochaines années en matière d'investissement, mais aussi d'accompagnement des entreprises. OK. On va voir vraiment une différence avec cette nouvelle loi? Oui, l'objectif, c'est vraiment d'arriver là, à prendre les entreprises puis à les accompagner pour qu'ils réussissent dans leur croissance, l'exportation, toute l'accélération des façons de faire, être mieux structurés. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a 37 000 entreprises qui seront à transférer d'ici 2022. C'est immense. On sait qu'il y a 250 000 entreprises. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, plus on avance dans le temps, plus le transfert se fera. Hein. C'est ça, là. On doit mettre les bouchées doubles. On est en retard. Il n'y a pas eu de planification dans les années précédentes. Puis là, c'est ce qu'on est en train de faire comme gouvernement, c'est de dire il faut accélérer, il faut mieux structurer l'approche auprès des entreprises. Donc, cette réforme-là est majeure. Puis évidemment, au niveau du financement, on ne verra peut-être pas tant de différence, mais on va prendre davantage de risques au Québec pour nos entreprises, puis on va mieux accompagner les entreprises. Puis c'est là qu'on va voir la différence. Est-ce que vous vouliez vous servir de Ressort Liberté pour donner l'exemple de ce que vous voulez faire avec Investissement Québec? Bien, j'avoue qu'on a donné le ton avec Ressort Liberté. Ici, dans Côte-du-Sud, c'est une entreprise majeure pour notre région. C'est 450 emplois quand même ici. C'est un siège social où il y a des bureaux partout sur la planète. Donc, on a un siège social, non pas à Montréal, mais à Montmagny. C'est important de le dire. On veut maintenir nos sièges sociaux au Québec. Puis ça en fait partie. Puis moi, là, j'ai un petit degré supplémentaire. Je veux des sièges sociaux en région. C'est pas vrai que tout doit se concentrer à Montréal à ce niveau-là. Donc, Ressort Liberté est un modèle exemplaire de ce qu'on veut soutenir comme entreprise. Puis, on assure aussi un transfert de propriétaires. Donc, ça aussi, c'est un autre élément qui marque un peu notre imaginaire puis notre désir d'aller plus loin pour les entreprises. Puis, c'est comme ça qu'on soutient le développement économique au Québec. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi sur la laïcité. Elle est passée. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec cette loi-là, parce qu'il y a des gens qui se présentent devant les tribunaux pour la faire achoper pour une certaine période. Et il y a un jugement qui a été rendu par la Cour supérieure récemment. Vous recevez ça comment, ce jugement-là? Parce que, bon, c'est deux juges contre un seul là, qui dit que la loi doit demeurer comme elle est là. Est-ce qu'on prend ça positivement, que la loi est faite, elle est là, puis elle va rester comme elle a été écrite? Bien, le jugement qui est tombé à la fin de la semaine dernière, c'est un signe que notre loi était bien faite.
Puis c'est ce que ça continue de mettre de l'avant, puis on continue de mettre l'emphase là-dessus, de dire qu'elle est correcte, puis qu'elle n'est pas contraignante contre les droits et libertés. Au contraire, c'est que dans l'espace public, pas dans l'espace public, mais dans l'État, pour certains métiers, certaines professions, on demande d'être laïque dans sa façon d'être. Donc, c'est un peu exactement ça qu'on fait. Puis c'est ce que la décision de la semaine dernière qui a été rendue, dans le fond, nous apprend, nous continue de nous conforter que notre loi est correcte. Mais on sait que majoritairement, les Québécois étaient pour cette loi-là. Mais est-ce que, dans le comté, vous le sentez aussi, cet appui-là? C'est incroyable. Oui? La dernière année, là, ça a été un des dossiers que j'ai entendu le plus parler. Il y a des dossiers qui n'ont pas été abordés par les gens ici, mais dans toutes les activités que j'ai faites, là, on m'a parlé de la loi sur la laïcité. Ça a rendu, puis je pense que c'est ce qui a contribué aussi à rendre fiers les gens de dire on affirme qui on est. C'était pas ça l'objet de la loi en passant, mais ça a eu cet effet-là sur la population. On affirme qui on est pro-égalité homme-femme, on croit aux Français, on croit aux valeurs laïques. Donc, c'est ce qu'on met de l'avant, puis c'est ce que les gens ressentent en parlant de la loi sur la laïcité. Et on vous en parle? Énormément. Ah oui? Oui, c'est incroyable. Oui. Ah oui, j'ai participé à plusieurs événements là, dans le comté là, au cours de la dernière année, là, puis à chaque fois, il y a quelqu'un qui m'en parlait. Puis les gens disent qu'ils sont fiers, qu'ils se sentent protégés par cette loi-là, qu'ils se sentent bien avec ça. Donc, c'est vraiment impressionnant. Moi aussi, je dois vous l'avouer, là, j'ai été surprise de voir l'ampleur de l'intérêt des gens pour ça. Okay. Est-ce que toutes ces lois-là, l'Investissement Québec, la laïcité, est-ce que c'est ce qui fait la popularité du parti? Parce que vous êtes très populaire, le premier ministre particulièrement. Donc, vous le disiez tout à l'heure, que vous le sentez, que ça va bien. Est-ce qu'on a trop traîné? C'était d'ailleurs dans votre campagne électorale, la loi sur la laïcité, sur Investissement Québec. Est-ce que c'est tous ces facteurs-là qui font que vous êtes aussi populaire, le parti de la CAQ? Je pense que ce qui fait que c'est qu'on a pris des engagements, puis on les respecte, puis on les met en action. Puis les gens avaient besoin de sentir qu'on bouge au Québec. Puis là, c'est ce qu'on fait. Bien, en fait, on dit ce qu'on allait faire. On fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, en fait. Hein? On respecte nos engagements. C'est pas juste des promesses. Puis les Québécois, là, c'est ce qu'ils cherchent. Puis ce qu'on voyait beaucoup en campagne électorale, là, ici comme ailleurs, c'était le cynisme de la population. Parce que les gens disaient « ça donne rien la politique ». Puis moi, là, c'était impossible pour moi, puis pour le parti que je représente, de dire que la politique, ça donne rien. Au contraire, la politique, ça peut donner des changements sociaux importants, des changements économiques importants. Puis c'est ce qu'on veut faire, puis ce qu'on veut démontrer aussi en mettant en action les engagements qu'on a pris envers la population à la campagne électorale. Puis c'est ce qu'on a fait pour les familles, pour l'éducation. Hein. Notre priorité, c'est l'éducation. On est en train de changer les choses au niveau de la santé. On est en train de mettre ça pour la population. Fait que les gens sentent qu'on se préoccupe d'eux. Hein? On ne demande pas aux gens de s'adapter à nos services, mais on veut adapter nos services à la population. Puis c'est ça le grand changement qu'on est en train d'opérer en ce moment, puis qui doit faire en sorte qu'on est populaire parce qu'on est à l'écoute de la population. Et on le ressent aussi par la popularité de M. Legault, entre autres. Là. Puis M. Legault, là, c'est un homme d'action, puis c'est un leader incroyable. Il arrive toujours à nous mobiliser, à faire en sorte qu'on travaille ensemble pour opérer les changements. Donc, c'est tout à son honneur. Là. On est chanceux de travailler avec lui. Juste avant la pause, Marie-Ève, moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur la députée de Matane qui dit que vous avez trop d'ouvrages. Est-ce que ce serait préférable? Avez-vous le temps de vous occuper de cette région-là? Parce qu'on ne vous suit pas partout, mais on sait que vous êtes partout ces temps-ci. Il y a plusieurs annonces qu'on va parler justement après la pause. Mais avez-vous tant d'ouvrages que ça pour qu'elle revienne encore sur ce sujet-là? Bien, en fait, c'est une joute politique. Ce que la députée de Gaspé fait actuellement, c'est vraiment une joute politique. Puis, en allant en Gaspésie, je suis allée fréquemment en Gaspésie, comme au Bas-Saint-Laurent, puis dans Chaudière-Appalaches également au cours de la dernière année.
j'ai eu plusieurs échos des élus et de la population qui disent qu'elle n'est pas présente chez elle puis qu'elle n'est même pas allée rencontrer certains maires que moi, je suis allée rencontrer déjà plus de 2 fois. Mais pourquoi elle revient encore? Bien, c'est une joute politique. C'est parce qu'ils n'ont rien à dire sur notre gouvernement. Puis Mme Perry-Melançon, bien, c'est la seule pogne qu'elle a pris, là, puis elle a vu que ça faisait parler. Donc, puis regardez vous-même, vous en parlez. Mais c'est ça. Puis les gens, là, il y a même les élus ont fait une sortie publique. Les élus de la Gaspésie ont fait une sortie publique pour dire qu'ils étaient très satisfaits du travail qu'on avait ensemble, la collaboration qu'on a ensemble. Puis ils trouvent que les dossiers cheminent également en Gaspésie. Peu importe le parti, on fait avancer la Gaspésie. Évidemment, ça pourrait aller plus vite partout, mais ils sont satisfaits du travail qu'on fait. Puis c'est sûr qu'eux, bien, ils ont moins la prise qu'ils aimeraient avoir du fait qu'ils sont dans un parti d'opposition. Donc voilà, c'est un peu... Et vous vivez bien avec ça? Moi, je vis très bien avec ça. Les gens sont satisfaits. Si les gens, tu sais, les élus de la Gaspésie nous le disent, les élus du Bas-Saint-Laurent, je travaille très bien avec les gens. Puis en termes d'ouvrage, de travail, ça va. Ça va. Si le premier ministre a dit que je pouvais le faire, je peux le faire. Et il y a du travail à faire là-bas aussi. Puis on le fait très bien. J'ai une équipe qui me supporte là-dedans. Fait qu'on travaille bien avec les gens. Je vais justement, on va vous laisser reposer un petit peu. Je vous rappelle que mon invité, c'est la ministre et députée de la Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx. Marie-Ève, il y a une belle annonce qui s'est faite la semaine dernière, une collaboration entre les deux CI3S de Chaudière-Appalaches et le Bas-Saint-Laurent. Moi, je pensais qu'il y avait un fleuve entre les deux, mais de voir cette belle annonce et cette collaboration entre les deux CI3S, c'est une belle nouvelle. Très belle nouvelle. En campagne électorale, encore une fois, je m'étais engagée face à la population de l'Apocatière qui subissait des découvertures de services où souvent ils devaient se rendre soit à Montmagny ou à Rivière-du-Loup pour obtenir des services de spécialistes, mais même des fois seulement qu'accoucher. J'étais très préoccupée par le sort des femmes qui devaient se rendre. Des fois, tu sais, on n'a pas le temps de se rendre, mais ils devaient se rendre à Montmagny de l'Apocatière ou à Rivière-du-Loup, puis des fois même ailleurs. Donc ça, c'était préoccupant. Donc je m'étais engagée envers la population à assurer des services de proximité de qualité à l'Apocatière. Donc ça a été pour moi très long parce que je me disais ça va être assez facile quand même. C'est facile, il y a Montmagny, on peut s'organiser, mais c'est pas comme ça que ça marche toujours. L'ancienne réforme Barrette avait centralisé beaucoup les pôles en santé. Puis nous, ce qu'on veut offrir comme gouvernement, on veut que les services soient accessibles à la population, adaptés aux besoins des populations et non l'inverse. On sait qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes pour les gens de l'Apocatière pour leur hôpital, oui, de garder leur hôpital. De garder leur hôpital. Est-ce que ça consolide l'hôpital? Là, ça vient consolider, ça vient renforcer l'offre de services à l'Apocatière. On amène des services de proximité aux gens. On ne demande plus aux gens d'aller se faire soigner d'un cancer à Rimouski nécessairement. On veut rapprocher l'offre de service des clients. Puis de plus en plus, on va s'en aller vers ça. Donc là, la collaboration, comme vous l'avez mentionné, c'est entre le 6 de Chaudière-Appalaches et le 6 du Bas-Saint-Laurent pour offrir une meilleure offre de services de spécialistes. Hein, les pneumologues, les orthopédistes, parfois vont venir de Montmagny, parfois vont être de Rivière-du-Loup. Puis on va l'ajuster en fonction des besoins puis des disponibilités aussi des spécialistes. Donc, même la Fédération des médecins spécialistes du Québec a salué cette entente-là. Oui, j'étais très, très fière de cette entente qui a été signée, là. C'est une entente qui a été signée pour 12 mois, mais qui va être renouvelable et ajustable parce que c'est une première. On crée un précédent au Québec en faisant ce genre d'ouverture de collaboration parce qu'avant, bien, il y avait un mur. Après Saint-Roch-des-Aulnay, il y avait un mur pour Chaudière-Appalaches, puis il y a le Bas-Saint-Laurent, mais là, on met ensemble les forces pour mieux desservir la population. Et même, il y avait un mur entre Montmagny et Lévis. Et là, maintenant, on parle de collaboration entre tous les centres hospitaliers. Tout à fait. Je trouve tellement que l'approche a changé. C'est une approche on est au service de la population et non la population à s'adapter au service. C'est vraiment ça, notre approche là, depuis, même en campagne électorale, moi j'en parlais, comment on rend les services ajustables et adaptables à la population et non à la population de s'adapter au service. C'est très fondamental comme changement, là. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la collaboration va continuer à s'agrandir. S'agrandir toujours en ayant au cœur des préoccupations le client, le patient, le citoyen qui a besoin de services. Puis là, la population est vieillissante. Donc, des ententes comme ça sont nécessaires partout pour s'assurer que les personnes âgées puissent avoir accès rapidement et à proximité de services de santé.
Donc, on sert un peu de tremplin, ça va pour d'autres régions. D'autres régions qui subissent la même même situation, qui vivent la même chose. Il y a beaucoup de découvertures de services dans des hôpitaux là, de l'ampleur de celle de la Pocatière. Donc, on veut vraiment travailler à ramener des services de proximité là, pour les gens dans différentes régions. Le temps passe vite oui. Et je ne veux pas vous laisser partir sans parler des maternelles 4 ans oui. et des commissions scolaires. D'abord, beaucoup de gens sont inquiets par rapport à l'avenir de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Ce serait peut-être important de faire une mise au point. On a parlé à un moment donné des commissaires, de l'avenir de la commission scolaire. Où on en est vraiment là, actuellement avec le dossier? Bien là, le projet de loi est en cours d'étude. Il y a les groupes qui ont été accueillis à l'Assemblée nationale là, en commission parlementaire pour mettre en œuvre ce projet de loi 40 qui veut éliminer la gouvernance scolaire où on n'aura plus de commissaires. Ce sera les comités de parents qui seront au cœur des prises de décision. Le centre administratif, là, on ferme pas, on ne met pas la clé dans la porte de la commission scolaire. Au contraire, le centre administratif demeure un centre de service. Puis, ce seront davantage les parents qui seront impliqués dans la gestion. Ce sera un conseil d'administration composé de parents provenant des diverses écoles de la commission scolaire. Donc, c'est vraiment une nouvelle approche. On va donner plus de pouvoir aussi aux directions d'école pour qu'elles gèrent leur école en fonction des possibilités qu'il y a. Hein? Des fois, souvent, les écoles étaient contraintes par la commission scolaire. Là, on va ouvrir ça pour que les directions d'école aient plus d'espace pour gérer leur école puis offrir des services de qualité aux élèves. Donc, pour moi, c'est une excellente nouvelle, ce qu'on s'apprête à faire, là, particulièrement en région où il y a des régions là, où ça ne fonctionnait pas du tout avec les commissaires, où il y avait beaucoup de blocages, il n'y avait pas accès à des programmes de qualité parce qu'il y avait un manque de vision. Donc là, on vient ramener ça pour donner plus de place aux parents dans l'éducation. Est-ce que la date butoir est toujours de fin février? Pour les dates, bien là, on est en commission, on étudie le projet de loi, puis là, on n'a pas de... L'objectif, c'est qu'il soit adopté par l'Assemblée nationale, oui, évidemment. OK. Et les maternelles 4 ans? Oui. Est-ce que le dossier progresse? Particulièrement, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est ma région, c'est mon chez nous. Est-ce que ce projet-là progresse? Est-ce qu'on a des maternelles 4 ans? On a quelques maternelles 4 ans, mais pour le moment, c'est pas la panacée dans la région. Et pourtant, moi, je le mentionne souvent à mon gouvernement, les maternelles 4 ans, là, c'est un projet très positif pour garder des écoles ouvertes. Parce qu'on va on va avoir plus d'enfants là, dans les écoles à partir de 4 ans. Donc, c'est une façon, là, ici, particulièrement dans la région où on a beaucoup de menaces de fermeture d'écoles, donc de garder plus d'enfants, garder plus d'écoles ouvertes. Ça, c'est vraiment intéressant. Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est l'objectif? Bien, c'est un des objectifs. En tout cas, en milieu rural, c'était pas prévu comme un objectif, mais c'est un des objectifs, évidemment, pour les régions. Moi qui est une ministre aux régions, pour moi, ça devient un projet très intéressant pour maintenir des écoles ouvertes. Puis peut-être d'attirer puis de redémarrer des régions, des fois, qui peuvent être menacées de fermer. Donc ça, pour moi, les maternelles 4 ans, c'est important. Puis je vous donne un exemple très concret. L'école de Saint-Pierre, l'école des Tilleuls, nous a annoncé il y a quelques semaines qu'il n'y aurait pas de maternelle 5 ans parce qu'il manque d'enfants pour cette école. Okay. Donc, si on avait une maternelle 4 et 5 ans, bien, il pourrait avoir une classe. Fait que donc, est-ce que c'est faut envisager ce genre de solution-là là, pour la suite, pour nos régions? Il faut pouvoir être agile dans notre façon de revoir l'éducation pour nos enfants. Puis la maternelle 4 ans, c'est une façon de le faire. C'est aussi de prévenir des situations. Mon collègue à l'éducation, mon collègue à la santé aussi, Lionel Carman, leur objectif, c'est vraiment de prendre les enfants très tôt dans leur développement pour leur assurer un meilleur avenir en détectant différents problèmes, en leur offrant des services spécialisés plus jeunes. Puis c'est vraiment ça l'idée des maternelles 4 ans. C'est extrêmement positif pour tous les enfants du Québec. OK. Donc, on va vraiment aller plus loin avec ce projet-là. Oui. On veut l'implanter. Dans notre région, il n'y en a pas encore beaucoup? Je crois qu'il y en a 2 ou 3. Là. Je n'ai pas le chiffre exact. Là. Est-ce que vous avez des objectifs personnellement comme député du comté pour ce projet-là, pour en avoir plus dans notre région? Bien, vous voyez, là, pour la prochaine année, les écoles ne l'ont pas demandé. Donc, c'est aussi une question de disposition, tout ça. Là. Mais il y a déjà des maternelles à Cap-Saint-Ignace et à Saint-Pédis, je crois qu'il y a des maternelles 4 ans. Donc, si je ne me trompe pas là.
OK. Puis, Mais est-ce que ce sont les écoles qui le demandent? Oui, ou... c'est la commission OK, scolaire qui décide. C'est vraiment les écoles ouais. de chaque municipalité qui peuvent le demander. Puis c'est extrêmement en demande ailleurs, mais ici, peut-être un peu moins. C'est ça, surprenamment. Mais OK. je ne suis pas surprise, en fait. Mais, Population un peu plus vieillissante dans notre région, peut-être? ben, non, c'est C'est pas- l'ouverture de la commission scolaire, souvent, qui fait que c'est la commission scolaire qui demande à avoir des maternelles 4 ans. Donc, puis pourtant, il y a plein de classes disponibles dans les écoles ici, vu qu'on est moins nombreux. Donc, il y aurait de la place pour les maternelles 4 ans. On est tout près de 2020. Oui. C'est quoi vos objectifs la prochaine année? C'est une bonne question. Comme ministre aux régions, mon objectif, c'est de mettre en place une stratégie de développement économique régional. Évidemment, pour la prochaine année aussi, je souhaite ardemment que pour la région se mobilise pour un centre sportif. Je pense qu'on en est là. On a besoin de ces infrastructures-là pour attirer des nouvelles familles parce que moi, j'ai cette préoccupation-là, là, comme députée. Mon seul objectif, c'est d'attirer des nouvelles personnes ici parce que notre population est vieillissante et décline continuellement. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre des gens, là. Puis, ce que j'entends, c'est pas très joyeux quand j'entends que 40 familles déménagent à Beaumont ou à Lévis parce qu'il n'y a pas d'infrastructure ici. Moi, je trouve ça préoccupant comme députée. C'est pas ce que je veux pour laisser à mes enfants une région qui se vide comme ça, quand on peut avoir des façons de les garder ici. On a des entreprises florissantes, une économie extrêmement riche ici, mais pour attirer les gens, bien, pour que les gens viennent habiter ici, ça nous prend des infrastructures qu'on doit avoir. Donc, moi, je le souhaite à la région, sincèrement. Est-ce qu'il y a des programmes pour pénurie de main-d'œuvre? Il y a des programmes, il y a plein de soutiens, oui, pour ramener les travailleurs âgés, pour attirer des nouvelles personnes ici. Là. Il y a le midi au niveau de l'immigration pour attirer des personnes à venir travailler ici. Puis il y a le crédit d'impôt pour les personnes âgées. Puis notre objectif, c'est aussi de miser sur la formation, l'éducation pour avoir des gens compétents pour occuper les emplois. Je vous avais gardé 60 secondes pour que vous puissiez vous adresser à la population pour vos vœux du temps des fêtes. Oui. Je vous laisse. Bien, Jean de Côte-Sud, c'est un plaisir et un honneur à tous les jours de pouvoir vous représenter à l'Assemblée nationale et travailler pour vous ici. Donc, je tiens à vous souhaiter de très joyeuses fêtes, une année 2020 riche, haute en couleurs, riche en toutes sortes d'événements et de bonheur. Donc, profitez-en, profitez du temps des fêtes avec votre famille pour vous reposer. Puis j'ai hâte de travailler pour vous en 2020. Joyeuses fêtes à tous et à toutes. Merci. Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud et ministre, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous souhaiter à vous aussi de joyeuses fêtes avec les vôtres. Merci. Et une belle année 2020 et tout ce que vous désirez. Parfait. Plein de bonheur et de santé. Merci. Merci beaucoup. Voilà, ça complète.